Le ciel est plein de mystères. À travers toute l'Europe et depuis des décennies, des organismes gouvernementaux enquêtent secrètement sur des objets volants non identifiés. Au début des années 50, des pilotes ont été témoins de phénomènes étranges, inexpliqués pour la plupart, qu'on a cherché à dissimuler au public. Pour la première fois, nous avons rassemblé les signalements et témoignages recueillis sur tout le continent. Selon certains experts, il y a des explications rationnelles. Mais certains événements défient tout entendement. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Et je n'ai jamais revu une chose pareille depuis. Quant à savoir ce que c'était, je n'en ai pas la moindre idée. Sommes-nous en présence de visiteurs d'un autre monde ou de phénomènes naturels? Les autorités gouvernementales en savent-elles plus qu'elles ne veulent le révéler au public? Les réponses se trouvent peut-être dans les dossiers secrets des ovnis d'Europe. Parmi les milliers d'observations d'ovnis répertoriées, certaines ont eu des conséquences plus importantes que d'autres. Des phénomènes inexpliqués survenus lors d'un exercice des forces de l'OTAN ont modifié l'attitude des gouvernements occidentaux face aux observations d'ovnis. Des milliers de personnes, terrifiées par un mystérieux objet métallique immobilisé pendant près d'une heure au-dessus de leur ville. Un village roumain plongé dans l'obscurité et un mariage gâché après l'apparition d'étranges lumières dans le ciel. Alfena, Portugal, 10 septembre 1990. Des enfants aperçoivent un ovni à une cinquantaine de mètres au-dessus du sol. L'objet sème la terreur. J'ai dit à mon petit-fils, il va bombarder la ville et ce sera la fin du monde. Et apporte la notoriété à cette petite ville qui jamais n'a fait parler d'elle. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à Alfena en 1990 comme d'un événement extraordinaire. 4 photos prises ce jour-là n'ont toujours pas trouvé d'explication. C'est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire du Portugal. L'affaire remonte à plus de 20 ans, mais personne ici n'a oublié les événements étranges qui, ce jour-là, terrorisèrent la population d'Alfena. C'est un événement important dans la mesure où des dizaines de personnes en ont été témoins. C'était un lundi matin. Il était 8h30. Des enfants sur le chemin de l'école sont les premiers à apercevoir l'objet dans le ciel. C'était un objet rond et brillant qui volait à basse altitude. Et les enfants n'arrêtaient pas de demander « Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ?» Mais la folle journée d'Alfena ne fait que commencer. Après les enfants, c'est au tour d'un groupe d'ouvriers travaillant sur un chantier d'apercevoir l'objet dans le ciel. Ils ont essayé de lui lancer des pierres. Leur première réaction, très instinctive, fut de lui lancer des pierres. Ils avaient peur que l'objet se pose. Sous les yeux des habitants incrédules qui ne vont pas tarder à céder à la panique, l'OVNI prend alors la direction du centre-ville. Quand Manuel Costa aperçoit l'objet, celui-ci se trouve tout près de chez lui. J'avais peur et j'ai dit à mon petit-fils, « Mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas bombarder la ville. » Paulina, la fille de Costa, garde elle aussi un souvenir très vif de ce qui s'est passé ce jour-là. Je me trouvais précisément ici, quand j'ai vu arriver, là, venant de cette direction,
quelque chose de brillant qui volait assez haut dans le ciel, quelque chose d'éblouissant. L'objet a perdu de son altitude au fur et à mesure qu'il s'est approché et il a continué dans cette direction comme s'il allait se poser par là. Mais l'OVNI ne se pose pas. Il poursuit sa route en direction du terrain de football, semant la terreur dans toute la ville. Le photographe de presse Manuel Gomez est en train de prendre son petit déjeuner à la terrasse d'un café quand il apprend la nouvelle. Quelqu'un est venu le prévenir. « Viens vite, viens vite !» Dès qu'il a vu l'objet dans le ciel, il a attrapé son appareil photo et s'est levé précipitamment. Manuel Gomez traverse la ville au pas de course, son appareil dans son sac, bien décidé à prendre l'OVNI en photo. À 9h15, 45 minutes après la première apparition de l'objet dans le ciel, Manuel Gomez arrive au terrain de football. C'est à ce moment-là que M. Gomez, le photographe, a pris la première des 4 photos qu'il allait prendre. Et voici ce qu'il a vu. « 22 ans après cette folle journée, l'ufologue Francisco Correa se rend sur les lieux où ces photos désormais célèbres ont été prises. Il a rendez-vous avec un témoin clé, David Silva, directeur du club de football d'Alfena. L'objet était soit en aluminium, soit en inox. Parce qu'il faisait beau ce jour-là. Le soleil n'était pas encore très haut dans le ciel, mais l'objet scintillait sous les rayons lumineux. L'objet reste ainsi suspendu dans les airs pendant une bonne minute, avant de disparaître derrière l'horizon. Le lendemain, une équipe d'enquêteurs arrive à Alfena pour recueillir les témoignages des habitants. Mais ce que ces récits mettent surtout en évidence, c'est le désarroi des villageois, qui ont bien du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ont vu. Ce qui frappe dans ces témoignages, ce sont les comparaisons parfois très curieuses que les gens ont faites pour décrire l'objet. Certains ont parlé d'une tortue avec des pattes. Les ouvriers du chantier, eux, l'ont comparé à une bétonnière, un objet qu'ils connaissent bien et qui leur parlait de toute évidence. Certains ont même dessiné l'objet. Mais la preuve la plus tangible à ce jour reste celle apportée par Manuel Gomez, le photographe. Il nous est apparu à l'époque, et par la suite aussi d'ailleurs, comme quelqu'un de tout à fait équilibré, qui ne cherchait pas à se faire de la publicité à bon compte, car il a tout de suite mis les négatifs à notre disposition, ce qui est très important. Pour tenter d'élucider le mystère, les enquêteurs ont décidé de faire analyser les clichés. Premier doute à écarter, ces photos ont-elles pu être truquées? Paul Ellis, spécialiste de l'image photographique, a examiné les clichés. C'est un objet effectivement très particulier. Et quand je regarde ces photos, j'ai du mal à imaginer qu'elles aient pu être truquées. Si je dis ça, c'est pour une raison très simple. Ce sont des photos couleurs. Et les photos couleurs sont beaucoup plus difficiles à retoucher et à truquer. L'autre indice qui me fait pencher en faveur de clichés non retouchés, c'est l'agrandissement. Parce qu'on voit beaucoup mieux les détails sur un agrandissement. Et là, il n'y a pas d'incohérence au niveau des lumières ou des ombres, chose qu'on aurait eu du mal à obtenir en retouchant la photo en laboratoire. Pour moi, c'est un objet tout à fait réel qui a été photographié. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis convaincu de son authenticité, en tout cas. S'il ne s'agit donc pas de photos truquées, quel est cet objet qui se trouvait dans le ciel d'Alfena ce jour-là? Peut-il s'agir d'un ballon météo, comme l'ont suggéré les ufologues qui ont enquêté sur cette affaire? Une hypothèse qui laisse le météorologue Thomas Schaffernacker plutôt sceptique.
Ça ne ressemble vraiment pas à un ballon-sonde standard, en tout cas. Je n'ai jamais vu un ballon-sonde avec ces espèces d'appendices qui pendent dans le vide comme ça. Et il y a quelque chose dans les mouvements même de l'OVNI qui, aux yeux des enquêteurs, invalide la thèse d'un simple ballon se déplaçant au gré du vent. Pourquoi? Parce que l'objet s'est déplacé par à-coups. On l'a vu se mettre en mouvement, puis s'immobiliser, rester en position stationnaire, et ce, à plusieurs reprises. Le plus intéressant, c'est qu'il est resté immobile pendant très longtemps. Un ballon-sonde ne reste jamais immobile très longtemps. Il bouge au gré du vent. Si on observe un ballon dans le ciel, on voit bien qu'il finit par disparaître au bout d'un moment. Celui-ci est resté immobile pendant très longtemps. Quel est donc cet objet, métallique a priori, qui ce jour-là survola la ville d'Alfena à basse altitude? Les enquêteurs ont fini par s'interroger sur l'éventuelle implication de l'armée dans cette affaire. L'autre possibilité, évidemment, c'est que ce soit un drone, l'un de ces aéronefs commandés à distance que les forces armées utilisent pour mener toutes sortes de missions de renseignement. Pour cet analyste aéronautique, il existe de nombreuses similitudes entre les drones et l'OVNI d'Alfena. Les drones sont extrêmement maniables. Vous pouvez les diriger partout où vous le souhaitez. Absolument partout. D'après Chris Yates, les drones militaires ne sont pas toujours faciles à identifier pour un œil non exercé. Les drones peuvent prendre toutes sortes de formes, des formes très étranges même. Ils ne correspondent pas forcément à l'image qu'on peut se faire d'un avion ou d'un hélicoptère. Et je peux tout à fait comprendre que ces gens aient pu être surpris en apercevant cet objet dans le ciel et en le voyant se déplacer au-dessus de leur tête, comme ça. En 1990, on comptait 7 bases aériennes de l'OTAN au Portugal. Les enquêteurs ont voulu savoir si un drone avait pu survoler la ville d'Alfena ce jour de septembre 1990. Alors nous avons interrogé l'armée. À l'époque, on pouvait encore contacter l'armée de l'air portugaise et leur demander s'il y avait des essais d'appareils expérimentaux en cours, menés par l'OTAN, par exemple. Et la réponse ne se fait pas attendre. Il n'y avait à l'époque aucun vol d'essai d'appareils militaires de ce type au Portugal. Malgré une enquête très poussée, on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qui a bien pu semer la panique au sein de la population d'Alfena en ce jour de septembre 1990. Une chose est sûre, c'est que nous sommes en présence d'un phénomène aérien qu'on n'a toujours pas réussi à identifier. Ce qu'on appelle communément un objet volant non identifié, un OVNI. La guerre froide, période d'extrême tension internationale. Au début des années 50, les forces armées soviétiques sont tellement puissantes qu'elles menacent d'envahir l'Europe. Chacun surveille et garde jalousement son espace aérien. Au plus fort de la guerre froide, les Russes ont vraiment mis notre défense à rude épreuve, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on était parfaitement conscient de chaque côté que l'identification erronée de l'un de ces appareils pouvait conduire à la Troisième Guerre mondiale. À l'époque, le gouvernement britannique ne s'intéresse guère aux soucoupes volantes. Mais les choses sont sur le point de changer. Opération Main Brace, Europe de l'Ouest, du 14 au 25 septembre 1952. Le gouvernement ne peut ignorer les événements étranges qui surviennent lors de ces grandes manœuvres de l'OTAN. Un bon nombre de soucoupes volantes a été observé lors de l'opération Main Brace, par des membres d'équipage des porte-avions qui participaient aux manœuvres, mais aussi par des pilotes de l'armée de l'air britannique.
Et ces observations vont entraîner un changement radical dans l'attitude du ministère de la Défense britannique face aux objets volants non identifiés. C'est à ce moment-là que certains pays d'Europe de l'Ouest ont commencé à prendre la question des ovnis très au sérieux, en se demandant si ces objets ne pouvaient pas provenir de pays situés derrière le rideau de fer. Au cours des 2 dernières semaines de septembre 1952, durant lesquelles se déroule l'opération Mainbrace, l'essentiel des forces navales et aériennes de l'OTAN se déploie au large du Danemark et de la Norvège. Autorité en matière d'ufologie, le journaliste et universitaire David Clark a beaucoup écrit sur les phénomènes inexpliqués qui se produisirent à l'époque. C'était un exercice de simulation d'une attaque des forces navales et aériennes russes par le nord, par le cercle arctique. Bornholm, Danemark, le 13 septembre 1952. Participant aux manœuvres, le contre-torpilleur danois Vilmos se trouve au nord de l'île de Bornholm. Le capitaine de corvette Smith Jensen, un autre officier et un photographe de presse sont sur le pont quand ils entendent soudain un sifflement. Niels, le fils de Smith Jensen, se souvient du récit que lui a fait son père de cette nuit-là. Il y a d'abord eu un bruit. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont vu 3 lumières. Des lumières blanches tirant sur le verre, formant un triangle. 3 lumières appartenant à un seul et même objet. Émettant une lumière bleutée, l'objet passe au-dessus de leur tête à une vitesse que Smith Jensen estimera à plus de 1500 km/h. 3 secondes plus tard, l'objet a disparu. Smith Jensen descend aussitôt aux messes des officiers. Quand il raconte ce qu'il vient de voir au capitaine de frégate, tout le monde lui rit au nez. Mais ceux qui étaient avec lui sur le pont arrivent et racontent la même histoire. Les journalistes qui ont pris place à bord du Vilmos pour couvrir les manœuvres de l'OTAN veulent en savoir plus. Ole Henningsen travaille à la SUFOI, la Société scandinave d'information sur les ovnis, au Danemark. Un des journalistes lui a demandé par la suite s'il aurait pu abattre l'objet. Ce à quoi Smith Jensen a répondu en riant, bien sûr que non. Il y avait un photographe de presse juste à côté de moi. À la vitesse à laquelle il est passé, le photographe n'aurait de toute façon jamais pu prendre l'objet en photo. Qu'est-ce qui a bien pu traverser le ciel à une telle vitesse? Parmi les explications les plus plausibles, on pense évidemment à un avion de l'OTAN participant aux exercices ou à un appareil soviétique surveillant les manœuvres ennemies. On a évidemment demandé à l'OTAN s'il pouvait s'agir d'un avion participant aux manœuvres ou d'un appareil russe qu'ils ne connaissaient pas. Il y a eu beaucoup de spéculations, mais personne n'a pu apporter la moindre réponse. 6 jours plus tard, alors que l'opération Mainbrace bat son plein, un autre événement du même ordre se produit. Topcliffe, base de la Royal Air Force, Angleterre, le 19 septembre 1952. À 11 h du matin, alors qu'un jet météore de la Royal Air Force rentre à la base de Topcliffe, des militaires au sol remarquent la présence, à quelques 8 km derrière le jet, d'un étrange objet qui semble l'avoir pris en chasse. Au début, ils ont cru à un accident. Quand ils ont vu l'objet tomber dans le sillage de l'avion, ils ont cru que le capot ou je ne sais quelle autre partie de l'avion s'était détaché. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça, qu'il s'agissait vraiment d'un objet volant et que celui-ci était en train de tomber dans un mouvement de balancier, comme une feuille morte. L'objet argenté oscille de gauche à droite comme un pendule, à 5000 mètres d'altitude. Puis, au moment où le météore commence à décrire des cercles dans le ciel, l'objet de forme discoïdale s'immobilise dans les airs et se met à tourner sur son axe. Et puis il est parti, il a disparu à la vitesse de l'éclair. C'est là qu'ils ont compris qu'ils étaient en présence de quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu. Personne n'est en mesure de donner une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Pas de chute de capot,
pas de saut en parachute au-dessus de la base. Pour les pilotes expérimentés qui assistent à la scène, l'objet qui semble se déplacer plus vite qu'une étoile filante ne ressemble en rien aux appareils qu'ils connaissent. L'attention médiatique portée à ces événements va modifier durablement l'attitude des pouvoirs publics face à la question des ovnis. C'était avant que le personnel de l'armée de l'air ne soit tenu à l'obligation de réserve face aux médias. C'est tout de suite sorti dans la presse. Les pilotes qui avaient vu l'objet ont été interviewés par les médias nationaux et le gouvernement de l'époque s'est trouvé dans l'obligation de faire quelque chose, de prendre les choses au sérieux, ou au moins de donner l'impression de prendre les choses au sérieux. L'opération Mainbrace a marqué un tournant. C'est à partir de ce moment-là que le gouvernement britannique a compris qu'il devait prendre la question au sérieux, qu'il fallait qu'il surveille ces phénomènes en créant notamment une unité de renseignement aérien très secrète pour être tenu informé de ce qui se passait dans ce domaine. Et le renseignement aérien est très vite mis à contribution pour d'autres affaires similaires. Porte-avions USS Franklin Roosevelt, mer du Nord, le 20 septembre 1952. Il y avait à bord de ce porte-avions un photographe, Wallace Litwin, reporter pour un journal américain qui disait avoir pris des photos de ce qui, d'après lui, était une soucoupe volante. L'OVNI est un objet sphérique blanc qui se déplace dans le sillage de la flotte. En 1974, l'ufologue Hull Henningsen retrouve la trace de Wallace Litwin, qui lui envoie une lettre décrivant de manière précise ce qu'il a vu ce jour-là. Monsieur Litwin m'a envoyé une lettre dans laquelle il écrit « J'ai pris 3-4 photos et je suis descendu dans le salon des officiers où j'ai dit en plaisantant aux autres correspondants que j'avais photographié une soucoupe volante. » Ce qui frappe quand on regarde ces photos, c'est qu'elles sont vraiment floues. Il est pratiquement impossible de reconnaître ce que Litwin a décrit comme une soucoupe volante. Les militaires du porte-avions semblaient pourtant très préoccupés par ce qu'il avait vu, ce qui peut se comprendre étant donné que c'était un exercice militaire secret. Quel est donc cet objet aperçu par Litwin qui mit les militaires aussi mal à l'aise? La lettre indique que Litwin a d'abord cru avoir photographié un des ballons-sondes que le porte-avions et ses navires jumeaux lâchaient régulièrement depuis le début des opérations. Mais les militaires sont formels. Il n'y avait à ce moment-là aucun ballon-sonde dans la zone. Quel que soit l'objet photographié par Litwin, une chose est sûre. Le nombre d'ovnis observés en Europe de l'Ouest en ce mois de septembre 1952 est particulièrement élevé. Comment expliquer que ce nombre soit aussi élevé? Par une soudaine augmentation des phénomènes astronomiques au cours de ces 2 semaines de manœuvres militaires? Dans le cas de l'opération Mainbrace, je doute que l'explication soit d'ordre astronomique. La plupart de ces observations ont eu lieu de jour. Or, aucun phénomène astronomique n'a un éclat suffisant pour être aussi visible en plein jour. On peut exclure aussi les débris orbitaux puisqu'on est en 1952, 5 ans avant la mise en orbite du premier satellite. Donc ça ne peut être ni un satellite, ni des fusées utilisées pour sa mise en orbite qui retombent sur Terre. C'est aussi l'époque où on envisage de plus en plus la possibilité qu'il y ait une vie ailleurs que sur Terre. À cette époque, la société dans son ensemble est de plus en plus sensible à l'hypothèse extraterrestre, un sentiment qu'encourage la culture populaire. C'est en 1951 que sort le film Le jour où la Terre s'arrêta, qui raconte l'histoire de cet émissaire d'une civilisation extraterrestre envoyée sur Terre. Dans les années 50, il y avait pas mal de scientifiques qui pensaient qu'il y avait une vie intelligente sur Mars. De là à imaginer qu'ils puissent nous rendre visite, ça ne semblait pas si extravagant. Et dans le contexte de la guerre froide et de ces tensions internationales, ces extraterrestres ne pouvaient qu'être hostiles, un peu à l'image de ce qu'on attendait des Russes s'ils nous attaquaient un jour. La vague d'observation d'OVNI de 1952 est loin d'être terminée. Lorsqu'un mois plus tard, un nouvel OVNI sera signalé dans le ciel britannique, certains n'hésiteront pas à accuser le gouvernement de vouloir étouffer l'affaire.
Octobre 1952. Au cours des 30 jours qui viennent de s'écouler, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes à travers l'Europe qui ont déclaré avoir vu des ovnis. Curieusement, cette vague de phénomènes inexpliqués coïncide avec les grandes manœuvres de l'OTAN. Et les témoins font autant partie de la marine militaire que de la Royal Air Force. Ce qui conduit le gouvernement britannique à prendre les choses très au sérieux. Pourtant, c'est un phénomène plus déconcertant encore qui est sur le point de se produire dans le ciel de Grande-Bretagne. Little Rissington, Angleterre, 21 octobre 1952. Capitaine d'aviation au sein de la Royal Air Force, Michael Sweeney est instructeur et examinateur à l'école de pilotage de l'armée de l'air britannique depuis de nombreuses années. Sa vie professionnelle se déroule sans heurts, jusqu'à ce jour d'octobre 1952, où il manque de percuter 3 soucoupes volantes. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Et je n'ai jamais revu une chose pareille depuis. Quant à savoir ce que c'était, je n'en ai pas la moindre idée. À mon plus grand regret. En cet après-midi d'octobre 1952, il y a 60 ans, le capitaine d'aviation Michael Sweeney prend place à l'avant du cockpit d'un Météore avec son élève, l'officier de marine David Crofts, pour un exercice de haut vol qui doit les conduire à 10 000 mètres d'altitude. Après avoir traversé une couche de stratus, nous avons retrouvé le ciel bleu, à 5000 mètres d'altitude. Et c'est peu de temps après que j'ai aperçu, juste devant moi, 3 objets blancs, de forme ronde. Michael Sweeney croit d'abord avoir affaire à des parachutes. J'ai immédiatement repris les commandes en me disant que si je ne faisais pas attention, je risquais de leur foncer dessus. Mais les objets s'écartent brusquement sur la droite. On essayait désespérément de trouver une explication à ce qu'on était en train de voir. Michael Sweeney et David Crofts appellent la tour de contrôle qui les met en attente. En fait, ils ne savaient pas quoi me dire. À l'époque, on n'avait visiblement pas encore prévu de procédure standard pour les pilotes qui appelaient en disant « J'ai 3 objets volants non identifiés devant moi. Quelles sont les instructions ?» C'étaient des objets complètement translucides. Aucun signe de système de propulsion, pas de hublot, qui volaient en formation et qu'ils ont pu observer pendant un moment. Les pilotes les observent pendant une dizaine de minutes, puis les objets disparaissent. J'ai détourné les yeux 1 ou 2 secondes. Et quand j'ai de nouveau regardé dans leur direction, il n'y avait plus rien. Ils avaient disparu. Ce que les pilotes ignorent encore à ce moment-là, c'est que les objets ont aussi été repérés par les radars des centres de contrôle aérien de la défense britannique. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu m'enlever de l'esprit. Je me suis toujours dit que si quelqu'un avait vu la même chose que moi, au même moment, avec du matériel aussi puissant que ces radars, c'était la preuve que je n'avais pas rêvé. L'armée prend l'incident très au sérieux. Dans le contexte international très tendu de la guerre froide, tout bip d'origine inconnue sur un écran radar est synonyme d'agression potentielle. L'état-major a aussitôt envoyé des avions de chasse sur place, mais les objets avaient disparu des écrans radars avant qu'ils n'aient pu intervenir. Les chasseurs dépêchés en urgence n'établissent aucun contact. Michael Sweeney et David Crofts rentrent à la base de Little Rissington sans encombre. Mais l'incident les a profondément secoués. On m'a dit que j'avais l'air d'être en état de choc, comme si je venais de voir un fantôme.
Pour éviter que cette nouvelle affaire d'OVNI ne fasse l'objet d'un même déchaînement médiatique que celui suscité un mois plus tôt par l'OVNI de la base de Topcliffe, le ministère de l'Air britannique va gérer la situation de manière très différente. Les deux pilotes ont été immédiatement séparés pour qu'ils ne puissent pas se parler. Ils ont été interrogés séparément. Les enquêteurs envoyés par le ministère de l'Air ont pris leur déposition. Et une enquête a été menée en parallèle. L'enquête du ministère de l'Air est menée dans le plus grand secret. Mais ses conclusions sont rendues publiques. Il n'existe aucune preuve de l'existence d'OVNI d'origine extraterrestre. Affaire classée. Le ministère de l'Air a conclu à l'absence de preuves en faveur de l'existence d'un engin extraterrestre. Comment ils en sont arrivés à cette conclusion reste un mystère. Michael Sweeney a tout fait depuis pour mettre la main sur ce rapport classé secret défense. Ce qui me contrarie le plus, c'est que le rapport que j'ai écrit et que j'ai essayé de retrouver par la suite aurait été, comme on me l'a dit plus tard, passé à la déchiqueteuse, comme tous les rapports écrits entre 1952 et 1967. On ne m'a jamais rien dit. Le rapport d'enquête n'a jamais été rendu public. Et même les témoins n'y ont jamais eu accès. Cela fait des années et des années que ça dure, sans qu'il y ait la moindre résolution en vue. Tout ce qui nous reste à ce jour, ce sont les souvenirs des deux pilotes et ce qu'ils ont écrit dans leur carnet de bord ce jour-là. J'ai écrit 3 soucoupes volantes, à haute altitude, confirmées par les radars de la défense aérienne. Les dossiers contenaient-ils des informations que le gouvernement n'était pas prêt à partager? Ou le rapport a-t-il disparu à cause d'une simple erreur humaine? Les militaires ont cherché à étouffer l'affaire à l'époque, mais pour eux, c'était une simple question de bon sens. Ils se disaient que si les gens avaient été informés de la présence de soucoupes volantes dans le ciel britannique et qu'on leur avait demandé de signaler tout objet suspect du même ordre, ça n'aurait mené nulle part. Et ils auraient été submergés de centaines et de centaines de lettres. S'il y avait la moindre vérité derrière tout ça, la seule façon pour eux de faire la lumière sur cette affaire, c'était de se concentrer sur les preuves les plus sérieuses dont ils disposaient. Sans le rapport qu'il rédigea à l'époque, Michael Sweeney ne saura sans doute jamais ce qu'il a vu ce jour d'octobre 1952. Le pire, c'est de me dire que tout ça m'est arrivé il y a 60 ans et que je ne saurais jamais ce que c'était. Je suis persuadé qu'on découvrirait la vérité si quelqu'un pouvait mettre la main sur mon rapport. C'est jour de mariage dans ce petit village de Roumanie. La fête bat son plein quand soudain une panne d'électricité interrompt les festivités. Quand les invités sortent pour chercher d'où vient la panne, ils découvrent un étrange spectacle lumineux dans le ciel nocturne. C'était vraiment bizarre. C'était un phénomène que je n'avais encore jamais vu. Les villageois sont fascinés par l'étrange spectacle auquel ils assistent. On aurait dit quelqu'un qui jouait à un jeu utilisant une technologie de pointe. Ici, en Roumanie, nous avons un cas incroyable dont le monde entier devrait être au courant. Nănești, Roumanie, 30 juin 2001. Un petit village de l'est de la Roumanie. C'est un grand jour pour Stella Necula, la mariée, et pour sa mère, Mariola Angel. 22h30. Les jeunes gens sont en train de fêter leur nouvelle union en famille quand soudain, une panne de courant vient interrompre les festivités. Au début, on a cru à une blague. 1 heure s'est écoulée, puis 2. Là, on a commencé à paniquer, en se disant qu'il devait y avoir autre chose. Mais ce n'est pas une plaisanterie. D'autres quartiers du village sont privés d'électricité. Le professeur Thanasake Agafets
passe la soirée tranquillement chez lui avec sa femme. Il y a eu une panne d'électricité et en attendant que le courant revienne, je suis allé voir si on était les seuls ou si les voisins aussi étaient concernés. Dehors, il fait nuit noire. C'est le village tout entier qui est plongé dans l'obscurité. Le professeur Agafetz en profite pour regarder les étoiles. Je regardais vers le nord et j'ai vu quelque chose se déplacer. J'ai vu un objet qui venait du nord. Et il n'est pas au bout de ses surprises. J'ai continué à l'observer pendant quelques secondes et j'ai vu apparaître comme un halo autour de l'objet, un cercle lumineux, mais un cercle lumineux discontinu. Le cercle se rapprochait du sol. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait, il devenait de plus en plus large et il tournait de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il encercle le village tout entier. Au même moment, Dumitri Djoudjao, mécanicien agricole, rentre chez lui à Naneshti en vélo lorsqu'il aperçoit lui aussi la lumière rouge dans le ciel. Je me suis demandé ce que c'était, ce qui pouvait émettre une lumière pareille. Il n'y avait plus de courant. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? C'était de plus en plus grand, avec ce qui ressemblait à des fenêtres. Je suis resté là à regarder pendant quelques minutes, tout seul. Pendant près de 2 heures, la chose émet d'étranges rayons lumineux au-dessus du village, avant de disparaître. Dès le lendemain et pendant plusieurs jours, la presse rapporte l'incident. Des ufologues roumains arrivent à Naneshti dans l'espoir d'interroger des témoins. Parmi eux, George Coal, ancien sergent de l'armée roumaine. Les habitants de Naneshti se montrent d'abord très réticents à parler de ce qu'ils ont vu. Le problème en Roumanie, et il n'y a pas qu'en Roumanie d'ailleurs, c'est que les gens n'aiment pas parler de ce genre de phénomène. Ils ont souvent peur de passer, aux yeux des membres de la communauté dans laquelle ils vivent, pour des originaux ou des malades mentaux victimes d'hallucinations. Pourtant, il devient rapidement clair qu'il s'agit là d'un événement tout à fait extraordinaire. Nous avons pour cette affaire 7 témoins oculaires officiels. Mais une cinquantaine de personnes au moins a pu observer le phénomène. Ce qui fait de cet événement un cas d'observation multiple d'un objet lumineux présentant toutes les caractéristiques d'un ovni. Est-il possible que ces étranges lumières aient été émises par quelque chose se trouvant non pas dans le ciel, mais dans le sous-sol de la région? La région où se trouve le village, les Carpates orientales, est une zone périodiquement secouée par des tremblements de terre. Des phénomènes lumineux ont déjà été observés lors de tremblements de terre, comme lors du séisme de 2009 qui détruisit la ville d'Aquila en Italie. Nous disposons d'une très bonne étude réalisée à l'Aquila. Ils ont rassemblé des centaines de cas d'observation de phénomènes lumineux qui ont eu lieu avant et après le tremblement de terre. Les chercheurs attribuent les phénomènes lumineux qui accompagnent les tremblements de terre au comportement de certaines roches qui, sous l'effet des forces tectoniques, provoquent une forte augmentation du champ magnétique. Mais pour qu'un tel phénomène naturel ait été à l'œuvre ce jour-là à Naneshti, encore eût-il fallu que la région eût été soumise à une quelconque activité sismique. Je dois dire qu'à l'époque des faits, en 2001, il n'y a eu aucun séisme majeur dans la région de Francia. Pas d'activité majeure pendant 15 ans au moins. À Naneshti, des témoins disent avoir vu une lumière rouge haut dans le ciel.
La première fois que j'ai entendu parler de cette lumière rouge dans le ciel, j'ai tout de suite pensé à la planète Mars. Si on regarde la position de Mars ce jour-là, on voit qu'elle était visible au plus près de la Terre, très brillante, et qu'en plus, elle s'est couchée vers minuit, ce qui correspondrait au niveau de l'heure et de la couleur rouge. Mais au fil des témoignages, on comprend que le phénomène observé ne se réduit pas à une simple lumière rouge. Ça, c'est la sphère. Et ça, c'est le premier cercle. Un cercle discontinu. Le deuxième est un peu plus large. Le troisième, plus large encore. Et le quatrième, toujours plus large. Le cinquième, lui, est tellement large qu'il touche le sol. Si de larges bandes de lumière tournant autour d'une sphère ont tout d'une vision surréaliste, Nigel Henbest entrevoit lui une autre explication tout à fait rationnelle et scientifique. Autre explication possible, un phénomène auroral, une aurore boréale. Ces phénomènes lumineux qu'on observe au-dessus du pôle Nord. Les aurores boréales résultent de l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et le champ magnétique terrestre. De cette rencontre naissent d'impressionnantes émissions lumineuses et colorées. Mais les régions les plus concernées par ce phénomène sont les régions proches du pôle Nord. Une aurore boréale aurait-elle pu être observée à une latitude aussi méridionale que celle de la Roumanie? Quand le soleil est le plus chaud, tous les 11 ans, les aurores boréales deviennent exceptionnellement larges et lumineuses et peuvent être observées dans les pays les plus au sud de l'Europe. Si c'est un phénomène évidemment très rare en Roumanie, 2001 était une année où l'activité du soleil était très élevée. Il est donc possible qu'une aurore boréale très lumineuse ait été visible depuis la Roumanie cette année-là. Une aurore boréale aux confins de l'Europe où elles sont rarissimes pourrait sans doute expliquer la stupéfaction des habitants de Naneshti. C'est un phénomène tellement rare que n'importe qui serait abasourdi à la vue d'un voile de lumière phosphorescent embrasant la nuit. Mais ce n'est pas le seul événement inexpliqué de la soirée. D'après les témoins, la panne d'électricité n'a touché que le village de Naneshti, l'endroit même où le phénomène lumineux a été observé. Tous ceux qui sont sortis ont vu la lumière des villages alentours. Ce qui veut dire que seul leur village était plongé dans l'obscurité. Et le plus troublant, c'est que la panne de courant et le phénomène lumineux se sont produits pratiquement au même moment. Quand j'ai demandé à quelle heure l'électricité était revenue, ils m'ont tous répondu après 1 heure du matin. Et la dernière personne à avoir observé le phénomène lumineux a déclaré l'avoir vu pour la dernière fois à 1 heure du matin. Quand les ufologues contactent la compagnie d'électricité pour avoir des précisions sur la panne qui a touché le village, leur réponse ne fait qu'épaissir le mystère. Les dispositifs de sécurité et les appareils de mesure dont dispose la compagnie d'électricité leur permettent d'être prévenus en cas d'anomalie sur le réseau. Or, aucune anomalie n'a été signalée. Pour la compagnie d'électricité, il n'y a donc pas eu de panne. Plus troublant encore, le village est relié au réseau de distribution par 2 lignes d'alimentation. Comment concevoir qu'il ait pu y avoir un problème sur les 2 lignes en même temps? Pourtant, la mère de la mariée sait qu'elle n'a pas rêvé. Pour nous, c'est clair, c'était un ovni. Pas quelqu'un de mal intentionné. Aucun être humain n'aurait été capable d'une chose pareille. Il y avait quelque chose de vraiment bizarre. Les habitants de Naneshti continuent de s'interroger sur les événements dont ils ont été témoins et qui, à leurs yeux, restent on ne peut plus mystérieux. Je me considère comme chanceux. Il se peut que j'ai été témoin d'un événement qu'on ne peut pas encore expliquer. Mais qu'on pourra peut-être expliquer un jour.